Wilfried Adou, Virgile Aroncé. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Vous faites bien d'être au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité socio-politique sur Soleil FM. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vigile à Roncey, mon complice des dimanches chez moi, pour les palpitantes minutes de ce programme. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors Vigile, après le sujet lugubre des funérariums du dimanche dernier, nous renouons avec nos habitudes pour accueillir un politique Rufino Sostène d'Almeida. Bonjour. Bonjour Monsieur Wilfried Adou, bonjour Monsieur Vigile à Roncey. Alors Rufino d'Almeida, vous êtes avocat d'affaires au barreau de Paris, vous êtes spécialiste du droit immobilier, de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement urbain. Vous êtes également, et là accessoirement, agriculteur et transporteur, puis vous êtes enfin directeur de cabinet et porte-voix dans ce studio du désormais candidat Abdoulaye Biotchane. Et c'est surtout en cette dernière qualité que vous êtes l'invité de ce 105e numéro du Grand Rendez-vous. Je voudrais solliciter l'indulgence des auditeurs avec cette voix caverneuse qui est la mienne ce matin. La matin y est passé. Depuis dimanche dernier. Depuis dimanche dernier, c'est curieux. Depuis qu'on a parlé des morts. Nous allons y aller quand même, Vigile. Alors, Mesdames, merci franchement d'être venu pour cet exercice dominical d'explication, d'analyse et de commentaires assez sur les sujets qui font l'actualité perçue à travers le prisme des actes posés et de la parole entendue. Nos auditeurs pourront vous adresser en direct leurs questions dans environ 55 minutes. Alors, en dehors de la déclaration de candidature de celui dont vous êtes le directeur de cabinet, projet dont nous parlerons assurément au cours de cette émission, une partie de l'actualité de la semaine s'est jouée autour de la rencontre de concertation avec la classe politique initiée par le président Soglo, assisté de l'ancien médiateur de la République, Albert Hiroy. D'abord, l'Alliance ABT était-elle représentée à cette rencontre ? C'est une initiative prise par un ancien président et puis une personnalité politique de haut niveau. Nous n'y avons pas pris part, mais nous avons été informés parfaitement de cette réunion. Un choix, vous avez choisi de ne pas y aller? Notre président était sur d'autres fronts de lutte. Vous savez, nous avons une ligne directrice. Nous essayons simplement de la suivre. Oui, ligne directrice, vous avez dit vous-même, une personnalité politique, ancien président, qui vous fait l'honneur de vous inviter, mais vous n'avez pas honoré le rendez-vous, M. d'Almeida. Non, mais comprenez bien. Quel est l'objectif de ce rendez-vous? Certains politiques ont voulu se concerter pour prendre une décision par rapport à un candidat. D'accord? Nous, notre position est très claire. C'est-à-dire que, c'est quoi votre position? S'agissant de monsieur Zinsou, monsieur Zinsou, c'est un Béninois comme tout autre. Il a le droit d'être candidat. De la même façon que des hommes politiques peuvent se réunir et décider de ne pas soutenir ou de contester cette candidature. C'est le droit le plus absolu. Donc vous n'avez pas de position dogmatique sur le sujet? Nous avons néanmoins une position dogmatique. Nous ne souhaiterons pas que des attaques contre tel ou tel autre candidat soient axées sur sa race, sur ses origines, mais on souhaiterait que ce soit essentiellement sur les idées. Personne n'a dit, je ne crois pas avoir entendu qu'on ait... Non, vous m'avez posé une question, vous m'avez demandé si nous avons une position dogmatique, donc je me devais de vous préciser ça. Nous, notre marque de fabrique au sein de l'Alliance ABT, c'est les idées, rien que les idées. Oui, mais finalement, quelle appréciation fait-on de cette initiative à l'Alliance ABT? Mais je viens de vous dire qu'ils ont parfaitement le droit de se positionner par rapport à une candidature. Je vous ai donné le point de vue de l'Alliance ABT qui est simplement que nous estimons au sein de l'Alliance ABT que M. Lionel Zinsou, puisque c'est lui qui s'agit, a le droit d'être candidat. Maintenant, une fois qu'on dit cela, si vous voulez, on peut reparler maintenant de la pertinence de sa candidature. Oui, mais au-delà de sa race, au-delà donc de ses origines, on estime que Lionel Zinsou, pour avoir fait pratiquement que le milieu parisien,
ne peut que défendre les intérêts donc de la France, puisque tout récemment encore, il y a quelques mois, ce n'est que ces intérêts-là qu'il défendait et que la combinaison, enfin ce retour-là pour venir défendre sa seconde patrie, cela ne garantissait rien de bon. Mais écoutez, je ne peux que trouver vos propos très, très pertinents, puisque, alors je vous parle, M. Lionel Zinsou est encore coprésident de la Fondation France-Afrique, qui est censé être le bras armé de la France pour reconquérir certains pays, notamment les pays d'Afrique francophone, ainsi que le Grand Nigeria. Le Bénin devant être la rampe de lancement pour attaquer le marché nigérian. Oui, donc de ce point de vue, nous estimons peu pertinent, ou tout au moins peu pertinente, la candidature de M. Zinsou, puisqu'il a une double allégeance. Une allégeance française, une allégeance béninoise. Et je pense que le moment est venu pour lui de choisir. Le moment est venu peut-être de choisir. Il se dit également, et ça fait partie des reproches, n'est-ce pas, que l'on adresse à Lionel Zinsou, qu'il a fait tout son parcours, certainement en Europe, mais lui-même, dans des interviews, a dit un certain nombre de choses qu'aujourd'hui les gens tentent de retourner contre lui, se dit un tout petit peu béninois. Un tout petit peu béninois. Il estime d'ailleurs que l'Afrique est une fenêtre qu'on devrait emprunter pour aller en vacances. Mais, vous voyez, c'est pour cela que dans mes interviews, je dis souvent que le boulet de M. Lionel Zinsou, c'est lui-même. Ah. C'est lui-même qui déclare qu'il est un tout petit peu béninois. Je pense que pour diriger les béninois, il faut être beaucoup béninois. Au-delà de cela, il a cet élément que j'ai eu donc l'occasion de visualiser ce week-end, où Lionel Zinsou lui-même défend donc les stratégies pour reconquérir l'Afrique, en tout cas pour refaire la santé de l'industrie française, de l'économie française. Est-ce qu'il est capable, de votre point de vue, de pouvoir assumer cette position-là et de se détacher de cette position et de garantir les intérêts béninois, c'est ça, je crois déjà avoir répondu à cette question. J'ai dit qu'il n'est pas possible pour M. Lionel Zinsou d'avoir une double allégeance. Le moment est venu pour lui de choisir. Ou il veut avoir une carrière politique béninoise, auquel cas il se désengage comment dirais-je, il démissionne de toutes ses fonctions outre-Atlantique et se consacre essentiellement au Bénin, ou il souhaiterait conserver un pied dans PAI ou dans la Fondation France-Afrique, auquel cas il choisit de rester en France. Alors, Maître Dalméda, le vice-premier ministre l'a affirmé publiquement, la candidature de Lionel Zinsou vise à faire gagner le système, à perpétuer les acquis du changement, enfin de la refondation. On peut s'imaginer qu'à l'Alliance ABT, vous êtes d'accord avec ça, cette position. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons d'accord avec cette opposition? Dites-nous, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Écoutez, M. Lionel Zinsou, depuis 2006, a été conseiller spécial du président Yahi Boni. Depuis quelques mois, il en est le Premier ministre. Donc, il est dépositaire du bilan du régime, comment dirais-je, finissant. Aussi bien du passif que du natif. Absolument. Et c'est sur ces terrains-là que moi je souhaiterais qu'on se situe. Est-ce qu'aujourd'hui les Béninois sont contents, après 10 années de régime Yahi, est-ce qu'ils sont contents du devenir de leur pays? Manifestement, la réponse est non. Quand je pose la question aux étudiants, c'est non. Quand je pose la question aux chauffeurs, c'est non. Quand je pose la question aux enseignants, c'est non. Aux médecins, c'est non. Je ne connais pas un seul groupe du corps social béninois qui soit d'accord avec le bilan du président Yahi Boni. Alors, il y a ses partisans, mesdames. Mais je constate qu'il prend le large. Il prend le large. Le bateau FCBE, est délesté de certains de ces éléments. M. Routondi, le ministre de Souza. Ils ne sont pas très nombreux quand même. Ah bon? Vous estimez qu'ils ne sont pas nombreux? Pas encore, en fait. Ceux qui ont le courage de s'affirmer. Lorsque certains ministres, certaines personnes ayant occupé des ministères régaliens, tels que Alifa Ribako, prennent le large, vous estimez que c'est rien? Lorsque le député, l'emblématique député de la première capitale du septentrion, Massi Rachidi prend le large, vous estimez que c'est rien. Lorsque ces conseillers techniques prennent le large, vous estimez que c'est rien. Mais non, pas du tout. Voyons la réalité en face. De l'autre côté, on vous dira que cela compte forcément pour du détail, mesdames. De toute façon. Si c'était vrai, si c'était aussi vrai que cela, vous savez, au délai législatif, je pense que au total, l'Alliance FCBE a eu 800 000 voix. Enlever la voix de Bako, enlever la voix de Gbadamassi, enlever la voix des partants, vous verrez ce qu'il reste de l'Alliance FCBE. Oui, bien, que le bateau FCBE se vide, c'est sans doute pour le bonheur du bateau ABT. Pourtant, ABT, aujourd'hui, c'est la campagne, vous prenez si bien de position, mais hier, on ne vous voyait pas aussi bien
s'affirmer sur ces genres de oui, Vigile, situation. si vous le permettez, nous allons parler amplement de ABT, mais pour l'instant, je voudrais qu'on se consacre sur la candidature de Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, on lui fait le reproche essentiel, par exemple, de venir distribuer des lampes tempêtes ici, dans un pays où il y a eu un scandale du nom de Maria Gletta, où on a investi 45 milliards dans une industrie qui produit du délestage, pendant que lui vient, pendant que les écoliers ont besoin de l'énergie électrique pour consulter Internet, faire des recherches, etc. Et il distribue des lampes tempêtes. Est-ce que vous partagez ces critiques-là? Ben, écoutez, vous oubliez que avant d'être avocat, je suis d'abord ingénieur en génie énergétique. Ah donc, oui, ça, je n'avais pas dit. C'est une question que je ne connais que trop bien. D'accord? Il est évident que ce dont notre pays a besoin, c'est de politique pérenne. Et pas d'une politique lampillon. Nous avons besoin... Non, c'est méchant de dire ça. Non, pas du tout. Je suis en train de dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une politique qui garantit, comment dirais-je, à court et surtout long terme, l'énergie pour nos compatriotes. Donc aucune utilité pour ces écoliers-là. En cela quand même, je pense que les journalistes surdoués que vous êtes, vous avez dû remarquer que, alors même que dans la classe politique, comment dirais-je, l'habitude était de s'invectiver, entre camps adverses, entre alliés. Ablaye Biotchané, déjà il y a 2 ans, s'était démarqué. Il était le premier à avoir dit: si je devenais président de ce pays, la question énergétique sera résolue en 5 années. Dès ma prestation de serment, le 6 avril 2016, vous rajoutez 5 années, plus aucun délestage n'aura lieu dans ce pays. Parce que finalement, nous n'avons même pas pu maîtriser l'énergie domestique. On nous avait accusé de démagogie, on nous avait accusé de tous les noms, mais je constate qu'aujourd'hui, nos concurrents, timidement mais hontement, commencent pas à s'aligner un peu sur les propositions du président Ablaye Biotchané. Et ce n'est pas seulement en cette matière, dans d'autres matières également, ils commencent pas à épouser nos idées. Ben, on va y arriver. Le grand rendez-vous. Alors, Maître d'Almeida, Ablaye Biotchané s'est offert une grande cérémonie de déclaration de candidature à Porto-Novo cette semaine pour, dit-il, porter l'espérance. Que peut-on retenir de significatif de son intervention? Pour être plus précis, quels sont les 3 éléments clés de proposition que porte ABT? Mais je pense que pour toute personne ayant suivi cette grande cérémonie, c'est d'abord un défi. On n'attendait pas du tout Ablaye Biotchané à Porto-Novo. Combien de personnes ne nous ont pas dit, mais jamais il ne pourra réunir 2 hirondelles à Porto-Novo. Et en 10 jours, je dis bien en 10 jours, la décision a été prise de faire déclarer Ablaye Biotchané, de faire déclarer sa candidature à Porto-Novo. Nous avons su organiser ce rendez-vous et en priorisant nos sympathisants, nos militants du sud du Bénin. Alors même que on nous disait, ben non, ABT n'est que l'ombre de lui-même au sud du Bénin. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je veux dire, dans ce stade, le stade était archi-comble, au point que certains n'avaient même pas pu trouver place. Bon, donc c'est d'abord, ce que je retiens d'abord, c'est le défi gagné. Le défi relevé de l'organisation de cette manifestation. Avant d'aller plus loin, c'était déjà une curiosité unanime de savoir pourquoi c'est Porto-Novo qui a été choisi. Mais je vais vous dire une chose. Qu'on veuille ou non, c'est une réalité. Ablaye Biotchané, c'est le seul candidat national dans la course à la présidentielle 2016. Ah bon, c'est-à-dire? Il est né, certes à Djougou. Ok? Mais quasiment tout son enfant, son BPC, son bac, donc la partie la plus vivifiante de son adolescence, il a passé à Porto-Novo, où il a une maison familiale. Une de ses mamans est de Porto-Novo. Voyez? Enfin, il n'a pas plusieurs mamans quand même, mesdames. Mais non, mais il se trouve. Non, mais c'est important votre question. Il se trouve que son père, qui fut ministre de l'économie avant lui, a épousé 4 femmes. Et comme si son père avait un idéal, l'idéal, c'est unifier toutes les régions du Bénin. L'esprit d'unité nationale. Il portait l'unité nationale. Oui, parce que dans son foyer, puisque son père a épousé 4 femmes, 2 du Nord, 2 du Sud.
voyez, on ne peut pas avoir meilleure parité. Parité égale. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le président Albert Biachani a choisi Porto Novo. Mais n'oublions aussi pas que Porto Novo est notre capitale. Il parle bien goût. C'est une capitale meurtrie. C'est une capitale meurtrie. C'est une capitale que nous devons reconstruire. Oui, mais Yaboni a promis aussi. Et avant Luc Kérékou. Avant Luc Kérékou a dit ça. Redonner à Porto Novo ses lettres de noblesse, ses couleurs de capitale. Yaïboni est venu en 2006, il a réaffirmé la même chose. En 2011, Porto Novo, ville attrayante. Bon. Allez-y voir ce que Porto Novo est. Je suis d'accord avec vous que la parole d'État a été dévalorisée durant ces dernières années. Mais de grâce, comparez ce qui est comparable. Albert Biachani, regardez son parcours, regardez les actes qu'il a posés. Je vous mets au défi, vous autres journalistes, de me sortir une seule proposition qu'Abla Biachani n'a pas tenue en tant que ministre de l'économie. Enfin, il n'est pas encore allé aux affaires. Mais il a été. Le sérieux de ses propositions. Je suis désolé, monsieur Wilfried. Oui. C'est quoi les propositions qu'il avait faites et sur la base desquelles on devait je suis désolé, en tant que ministre de l'économie, il a battu le record de longévité à ce poste et personne ne l'a dégommé. Il a fallu qu'il prenne. Non, vous parliez de propositions. Non, je suis en train de vous dire que, en tant que ministre de l'économie de ce pays, d'accord, il a dit. Je lutterai contre la corruption. Il a lutté contre la corruption. Il a dit, je ferai en sorte que, en quittant mon ministère, dans le budget, dans la caisse de l'État, il reste des milliards, que notre budget soit excédentaire. Il a quitté. Il a laissé 200 milliards dans les caisses de l'État. Cela ne s'est plus encore jamais produit. Reste à savoir quand et devant qui il a pris donc ces engagements. Mais il a pris ses engagements. Mais écoutez, vous voyez la presse dans les années 90, 98 à 2002. Je ne ferai pas votre travail à votre place, mes chers amis. Mesdames, je suis en train de vous dire. Pour donner de l'eau à votre moulin, une fois, les syndicalistes du ministère des Finances vous diront qu'ils ne se sont jamais bien portés du temps d'Abdoulaye Biachani. Enfin, ils l'ont toujours dit. Ça devrait vous faire plaisir. Ils l'ont toujours dit. Non, mais c'est ce sur quoi je voudrais insister. C'est que Abdoulaye Biachani, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. D'accord. Je pense que vous devez au moins créditer l'homme de cette moralité. Alors, mesdames, Abdoulaye Biachani a fait de nombreuses propositions et on aimerait bien savoir sur la base de quel diagnostic il a formulé ces propositions dont certaines font débat. D'accord. Mais aujourd'hui, la grande proposition qu'il a faite, c'est simplement de créer sur le quinquennat 500 000 emplois. Et je précise bien 500 000 emplois sur 5 années. Ça nous fait frémir. Comme j'ai pu entendre sur cette antenne, 500 000 emplois par an. De grâce, on ne va pas créer des emplois pour des jeunes qui n'existent pas. Vous n'êtes pas sorti d'affaires non plus avec 500 000 emplois les 5 ans. 100 000 emplois par an. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. C'est pour cela que j'aimerais bien préciser que ce n'est pas 500 000 emplois par an, mais c'est bien 100 000 emplois par an. Bon. 100 000 emplois, 50 milliards par an sur 5 ans. Ça veut dire 250 milliards sur 5 ans. Voilà. Exactement. Précisément, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Alors, sur la base de quel calcul êtes-vous parvenu à des chiffres aussi astronomiques pour les uns et pour les autres? Biachani, c'est un économiste, c'est un financier. D'accord, c'est un chef d'entreprise également. Il a encore cette qualité, après avoir été haut fonctionnaire. Donc il cumule, ou il a cumulé par le passé toutes les casquettes possibles pour bien comprendre ce que c'est que le développement. Pourquoi 100 000 emplois par an? Chaque année, sortent de nos universités, sortent de nos centres de formation, sortent des ateliers de couture, des apprentis formés, donc libérés comme on dit chez nous. Ils sont au nombre de 100 000. C'est des jeunes. Que doit-on dire à ces jeunes-là lorsqu'on est un politique? Doit-on leur dire, eh bien dis donc, moi je ne peux pas vous donner le plein emploi, alors même que par le passé, notre pays a connu le plein emploi sous le régime de Kérékou, comment on dit déjà Kérékou, période révolutionnaire. Ouais. Pourquoi ne peut-on pas retrouver notre élan d'antan, notre lustre d'antan? Est-ce interdit? Abdoulaye Biachani dit ceci: si je suis élu, je mettrai le Bénin à l'abri des guerres. Je mettrai le Bénin à l'abri de, comment dirais-je, de la prolifération des idées xénophobes. Vous voyez de quoi je parle. Simplement parce que je mettrai nos jeunes compatriotes au travail. Je ferai en sorte que tous Béninois, les 100 000 Béninois qui sortent, comme je vous l'ai dit, de nos écoles, de nos universités, de nos centres de formation, puissent trouver un emploi. Et pour cela, il a identifié ce que j'appelle des niches. Malheureusement, jusqu'ici,
inexploités. Sur les 100 000 emplois, je tiens à préciser, non, plutôt sur les 500 000 sur le quinquennat, je tiens à préciser que globalement, il n'y aura que 10 000 par an qui concerne la fonction publique. Donc tout le reste... 10 000 sur les 5 ans. Oui, tout le reste concernera le secteur privé. Nous avons essayé dans ce pays le soutien aux entreprises. Ça a donné des résultats limités. Nous avons essayé dans ce pays, y compris au temps du général Mathieu Kérékou, l'embauche massive dans la fonction publique. Nous n'avons jamais essayé une chose, l'auto-entrepreneuriat. Il faut faire de chaque Béninois un entrepreneur potentiel. Et c'est pour cela, vous avez bien fait de le dire, que nous allons créer un fonds national pour l'emploi et tous les secteurs, toutes les administrations, toute l'énergie nationale sera mobilisée pour que cet objectif soit atteint. Car, comme dit le président Abdoulaye Biachane, il ne s'agit plus seulement d'une question de chômage, il s'agit d'une question de sécurité nationale. Si demain vous ne voulez pas que Boko Haram vienne recruter nos jeunes désœuvrés, si demain vous ne voulez pas que des braquages continuent à semer la terreur à Cotonou, si demain vous ne voulez pas que des parents, après avoir dépensé des milliers, voire des millions de francs CFA pour former les enfants, se retrouvent avec des enfants de 40 ans, 50 ans, encore en train de squatter au domicile parental ou maternel, alors nous n'avons pas le choix. Nous devons tout mettre en œuvre pour atteindre le plein emploi. Et pour atteindre le plein emploi, les secteurs de niche sont là. L'artisanat. Nous avons la chance d'avoir au Bénin la deuxième vallée la plus riche d'Afrique, après le Nil. La deuxième vallée, la vallée de l'Ouémé, c'est la deuxième vallée la plus riche d'Afrique. Vous prenez des graines de maïs. Vous repassez là sur des propositions qui ont été déjà formulées sur ces 10 dernières années. Nous n'avons entendu que ça, M. Dalméda. Mais aucun acte, quasiment aucun acte n'a été posé dans le sens de donner de la valeur à cette foutue vallée. Poser la question à ceux qui étaient au gouvernement. Poser la question à ceux qui ont pactisé avec le président Yahya Boni. Nous n'avons jamais de près ou de loin, je dis bien de près ou de loin, pactisé avec ce régime. Biachane n'est pas Yahya Boni. De grâce, ne comparez pas les deux. Oui, à une certaine époque, on faisait à votre alliance le procès d'éviter soigneusement de l'égratigner le régime en fin de mandat de Yahya Boni. Les choses ont sans doute évolué, rassure certains. Alors non, monsieur Ado, je ne peux pas vous laisser dire cela. Ah bon? Nous égratignons. Vous avez déjà entendu égratigner le président Javon? Non, pas la personne, mais la politique tout au moins. Nous égratignons. Parce que si vous êtes dans l'espace public et que vous prétendez diriger le pays, tout au moins, vous avez le droit de porter votre opinion sur ce qui se fait. Non, nous avons toujours fait connaître notre position sur les scandales ayant parsemé le parcours du régime finissant. Nous avons toujours dit ce que nous pensons. Maintenant, vous savez très bien qu'il est très difficile à Abdoulaye Biachane d'aller s'exprimer sur l'OATB. Et que certains médias lui sont presque interdits. Pourquoi il lui est difficile d'aller sur l'OATB? Parce que simplement... Est-ce qu'il en fait la demande régulièrement? Écoutez, s'il nous écoute, invitez-le, il viendra s'exprimer. Oui, mais quand vous dites ça, Maître Fino, quand vous dites ça, Abdoulaye Biachane, facilement, il souhaite bon ramadan aux musulmans, il souhaite bonne fête de Tabaski. Quand c'est la rentrée, on le voit bien, il souhaite... Mais sur les... Vous oubliez également de dire qu'il se rend souvent au menu chrétien. D'accord, il fait tout ça. C'est important mais sur les sujets de grande préoccupation, on ne le voit pas, contrairement à ce que vous Comment pouvez-vous dire cela? Qui a pris votre défense? Lorsque la HAC a voulu vous interdire la couverture avant la période électorale, comment dirais-je, des sorties. C'est à son actif. Mais c'était l'une des rares. C'est l'une des rares fois. Effectivement, c'était assez remarquable. Bon, parce que c'était rare. Qui également a dénoncé la tricherie organisée dans les concours d'accès à la fonction publique. Ce n'est pas encore Biachane qui l'a dénoncé. Mais sur plein de sujets, nous sommes prononcés. À vous de relayer si vous ne relayez pas. Il a fallu que l'élection approche monte pour que ces activités, ces actions, ces réactions, j'allais dire, s'observent. Pas du tout. Sachez que au sein de l'Alliance ABT, nous avons fait, comme je vous ai dit, le pari de nous mettre que sur le débat d'idées.
je regrette simplement que des médias aussi prestigieux n'aient pas suivi Ablaye Biachane depuis 4 années. Pendant que les autres s'invectivaient, vous savez ce que nous faisions? Nous organisions des débats thématiques sur les grands sujets concernant le développement du Bénin. Nous avons organisé par exemple un sujet à Ouida il y a à peu près 1 année et demie, 2 ans, sur l'urbanisation de nos villes. Ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Non, Soleil FM était là. Nous avons invité les spécialistes de l'environnement, les spécialistes de l'urbanisation. Quels sont les médias que vous sollicitez pour venir assister à ces débats? Écoutez, nous sollicitons tous les médias. Nous demandons à tous les médias de venir. Et pourquoi, à votre avis, les médias ne viennent-ils pas? Parce que simplement, les médias, semble-t-il, ils ont une inclinaison à aller assister comment dirais-je, à des points presse ou un politique invective l'autre. Ils aiment ça. Alors que nous, c'est pas notre... Vous êtes à équidistance de tous les camps. Est-ce que vous réclamez de l'opposition? De quel bord vous réclamez? Je pense là presque comme une injure. Ah non, mais... Comment pouvez-vous oser demander à Biachane c'est de l'opposition? Enfin, je voulais vous l'entendre dire. Attendez, prenez s'il vous plaît. Prenez tout au moins les 7 plus importants candidats. Vous verrez que d'une manière ou d'une autre, tous ont pactisé, tous se sont compromis avec Yaya Boni. À l'exception d'un seul candidat, Ablaye Biachane. Ablaye Biachane n'a jamais été ministre, pas un seul de ses amis n'a été ministre, il n'a occupé aucune fonction en interne, il n'a jamais eu un marché d'État. Il n'a aucune acquaintance avec le régime. C'est le seul candidat de rupture, mon cher ami Adoum. C'est tellement le plus valable. Vous savez, c'est une question, hein, c'est pas une affirmation. Quand on pose la question, y compris même à nos adversaires, ils reconnaissent une chose. Nous savons que le meilleur, c'est lui. Alors, le meilleur, peut-être c'est lui, je n'en sais trop rien, les électeurs en jugeront. De toute façon, l'une des propositions phares du projet ABT, c'est de rembourser les spoliés de ICC Service. Le gouvernement a voulu vous couper les herbes sous les pieds en instruisant le garde des Sceaux, afin d'ordonner les assises pour vider enfin ce méga scandale. Apparemment, cette initiative du gouvernement vous déplaît, non? Non, c'est pas que ça nous déplaît, mais nous refusons que nos concitoyens soient considérés comme des sujets. Et que... Mais pourquoi est-ce que cette histoire n'a pas été vidée depuis des années? Il a fallu une intervention de Biachane pour que subitement le gouvernement se rende compte que oh là là, il y a tel sujet que nous n'avons pas réglé. Vous voyez, il faudrait avoir de la considération pour nos compatriotes. Avoir de la considération, c'est quoi? C'est tenu simplement les engagements. Lorsque le président de la République s'engage lui-même, à la veille des élections législatives de 2011, à rembourser les spoliés d'ICC Service, il devrait le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait jusqu'à 2 mois de la fin de son mandat? Mais si l'intervention d'Ablaye Biachane a servi au moins à décanter la situation, on peut dire que c'est une bonne chose. Encore que j'en doute. Oui, mais quelque chose qu'on n'a pas comprise, Maître d'Almeida, il y a 5 ans exactement, vous disiez que ce n'était pas possible de rembourser ces mêmes spoliés. Et aujourd'hui, radicalement, vous avez changé. Comment on peut s'expliquer? Comment on peut l'expliquer? Nous n'avons jamais dit une chose pareille. Ah bon? Si vous voulez, je peux encore allumer mon iPhone et vous lire exactement quelle fut la déclaration du président Ablaye Biachane. Je pense que ça vous sortirait d'affaire, hein, non. de le faire savoir déjà au cours de cette émission. Le président Ablaye Biachane, vérifiez-le, je vous mets au défi, vérifiez-le, a bien dit ceci. Pour avoir la paix sociale, enfin je n'ai pas le test exact sous les yeux, mais l'idée est la suivante. Oui. Pour avoir la paix sociale, pour rétablir la confiance de l'État, nous n'avons d'autre choix, le gouvernement n'a d'autre choix que d'indemniser les spoliés d'ICC Service. Et Ablaye Biachane est resté constant depuis 5 années sur ces propositions. Avouez quand même que c'est une valeur de plus en plus rare dans ce Bénin. Et il y a quelques semaines, vous disiez rembourser les spoliés ICC Service. Quand la presse et tout le monde vous êtes tombé dessus, vous avez changé, vous avez plutôt parlé d'indemniser. Non, l'idée c'est toujours d'indemniser, parce que rembourser, cela voudrait dire qu'il faut rajouter au capital. C'est ce que vous avez dit. Non, écoutez, je vous dis, nous ne sommes pas sous l'influence de la presse. Nous définissons une ligne et nous nous en tenons à cela. Je vous dis aujourd'hui, je suis le directeur de cabinet du président Ablaye Biachane, je vous dis, nous allons indemniser les spoliés d'ICC Service. Et personne ne nous fera changer d'avis. La décision, elle est prise. Elle est prise. Elle est définitive. Elle est définitive. Votre proposition fait débat. Parce que oui, je finis juste. La base de quelques. Vous permettez? Je finis juste. On va faire le débat. C'est bien beau pour un homme politique de premier plan qui prend position de manière très claire sur un sujet donné, de s'en prendre à lui. Mais bon Dieu,
Que pense le président Adjavon des spoliés de ses services? Adjavon n'est pas sur ce plateau. Non, le moment viendra. Je suis en train de vous dire, vous devez amener Adjavon et Talon et Koupaki. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire tous les autres, à savoir, parce que jusque-là, j'ai l'impression que Biotchani a eu le courage de se lancer dans la piscine avec détermination, avec force, et il a répété encore au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, je tiendrai mes engagements. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Mais on aimerait aussi savoir quelle réponse les autres candidats entendent donner à la pauvre Ayaba, femme de Dantopa, qui, après avoir travaillé durant 30 ans, économisé 5 millions de francs CFA, remis aux structures de ces services, comment dirais-je, s'est retrouvé aujourd'hui totalement démuni. À la fois, pour le bonheur d'Ayaba, tout le monde ne peut pas parler à la fois non plus. C'est vous qui parlez pour l'instant, on peut le dire. Et nous disons, voilà ce que nous avons fait. On aimerait aussi savoir, puisque nous sommes dans un débat d'idées, on aimerait aussi savoir, parce que vous ne recevez pas que Abété ici, vous recevez également les autres. Donc vous aurez déjà dû leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire en ce qui concerne les spoliés de ces services. Ce serait bien pour le débat d'idées. Je vous rappelle que la campagne n'a pas commencé, mesdames et dames, mais nous ferons notre devoir. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire sur le sujet. Tous ceux qui défileront ici, qui qu'ils soient, de quel bord qu'ils viennent, devront répondre à ce genre de questions. Et croyez-moi, on pourrait même faire un petit extrait de votre intervention qui les interpelle. Ils devront apporter la réponse qu'il faut à ce sujet-là. Néanmoins, les gens, ils sont nombreux à penser que cette proposition, un peu comme ces 500 000 emplois que vous proposez de créer, sont quelque peu démagogiques quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces gens-là ont un peu raison de penser que vous faites de la démagogie pure pour vous attirer les faveurs des électeurs? Mais moi, je les comprends de croire que ces positions sont démagogiques. Pendant que nous organisions des conférences thématiques, nous réfléchissions sur l'avenir de ce pays, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur l'agriculture à Parakou, que ce soit sur le coton à Banikwara, l'urbanisation ou d'autres, pendant ce temps, eux, ils s'invectivaient, ou ils participaient au gouvernement, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Nous avons eu le temps de réfléchir sur les sujets de ce pays. Et toutes nos propositions sont l'émanation d'une réflexion approfondie et surtout menée sur ces 5 dernières années. Nous ne disons rien que nous puissions faire. Nous voulons restaurer l'espoir. En même temps que nous sommes en politique, M. Dalméda, et que en campagne électorale, les promesses effectuées n'engagent que ceux qui y croient. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui m'empêchait de dire aux jeunes béninois, je vais créer 200 000 emplois sur le quinquennat? On a déjà entendu parler de 20 000 emplois ici dans ce pays qui ça s'est réalisé. J'aurais pu. Et vous comprendrez que les gens, n'est-ce pas, soient quelque peu rétifs et que les gens n'acceptent pas du coup ce que vous dites. 100 000 emplois quand même, ça fait un sacrifice. Je comprends. Je comprends. C'est pour cela que je vous dis, nous aurions pu dire 200 000 emplois. Les Béninois n'y feraient que du feu. Parce que ce n'est pas pour vous faire une injure, hein, mais à bien regarder, très peu de journalistes d'investigation, je dirais, sérieux de notre pays, iraient voir quel est le nombre de jeunes qui sortent de nos universités, qui sont dans nos centres de formation tous les ans. Et donc vous avez fait une étude, c'est ça? Nous sommes le premier parti politique à avoir ce chiffre. Je ne suis même pas sûr que si on ne l'avait pas dit, les autres partis le sauraient. Vous avez fait quoi? Une étude? Vous avez confié une étude à l'INSAE? Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir? Nous n'allons pas vous dévoiler toutes nos billes sur ce plateau quand même. Non, mais c'est pour vous crédibiliser aussi. Vous crédibiliser. Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour avoir 100 000 Nous sommes en train de vous dire que notre projet de société, d'accord, nous avons mis en place des commissions thématiques constituées de nos amis qui sont dans l'administration, constituées des experts. Ils ont travaillé sur le sujet et comment dirais-je, le premier objectif, c'est d'abord d'identifier le quantum de jeunes qui viennent sur le marché tous les ans. Et c'est 100 000. Alors, personne ne nous a démenti. Et deuxième chose, voir dans quelle mesure... 100 000 quand le gouvernement de Boni Yayi estime que... Enfin, j'ai entendu des chiffres qui m'ont fait sourire. On a dit qu'il y a presque 2% de taux de chômage dans ce pays parce qu'il y a des sous-employés, il y a tout un baratin auquel je ne comprends pas, j'avoue, grand-chose. Dites à ceux qui tiennent ces propos que moi j'ai dans ma famille au moins une vingtaine de personnes qui n'attendent que seule chose qu'on leur fasse une proposition de travail, alors qu'ils me fassent une proposition de travail. Ça va du non-diplômé jusqu'au diplômé. Oui, mais où allez trouver-vous l'argent avec lequel vous allez indemniser les spoliés?
Mais nous avons été très clairs. D'abord, comprenez une chose. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici et là, Ablaye Biachane n'a pas l'intention de dessaisir la justice béninoise. La justice béninoise ira jusqu'à son terme, prononcera le moment voulu, une condamnation à l'encontre des responsables de ce, comment dirais-je, de ce scandale, du plus grand scandale financier que notre pays n'ait jamais connu. Mais, pendant ce temps, doit-on laisser Ayaba, dont je viens de parler, dans le dénuement total, dans la détresse? Nous disons non. Nous sommes bien obligés de prendre l'argent dans le budget national pour préfinancer en quelque sorte l'indemnisation d'Ayaba. Une fois financé, l'État béninois sera subrogé dans les droits, comment dirait d'Ayaba, et se retournera contre les spoliés. Enfin, les spoliés, les auteurs de cette machination. Voilà. Donc, nous avons... C'est déjà en cours, ça, Medalmeda, c'est en cours. Oui, bien sûr. Et nous disons que nous allons prendre 30 milliards tous les ans pour régler les spoliés d'ICC Service. Grosso modo. Donc, vous allez spolier tous les Béninois au nom de... Grosso modo. Nous ne spolions personne. Vous allez spolier les Béninois à hauteur de 30 milliards par an pour rembourser les spoliés de ICC Service qui sont allés contracter leurs problèmes d'eux-mêmes. Monsieur Avancé, je vais vous renvoyer à notre devise. Les pères fondateurs de la République béninoise ont voulu que le premier, comment dirais-je, la direction que doit prendre notre État, le nouvel État souverain, ce soit la fraternité. Nous sommes des frères. Et lorsque un frère est en danger, lorsqu'une sœur est en danger, l'État se doit d'aller à son secours. Oh ben, la responsabilité aurait pu être aussi un autre pan, non? Le premier objectif d'un État, quel qu'il soit, et notamment des politiques, c'est de protéger les citoyens. Est-ce que vous estimez que dans cette affaire-là, le gouvernement du président Yahya Boni a protégé les épargnants béninois? Non. Et moi, je refuse de jeter l'opprobre à ceux qui ont été victimes de cette spoliation, parce que cela voudrait dire, qu'on les condamnerait deux fois. Premièrement, parce qu'ils ont perdu leur argent. Deuxièmement, parce qu'on le jette l'opprobre. On ne devrait pas le jeter l'opprobre. Est-ce que ces structures avaient été contrôlées par l'État? Ces structures donnaient l'apparence de structures officielles. Les responsables de l'État ont estimé, 4 ans après ce scandale, qu'ils n'étaient pas au courant. Alors, mais c'est donc, à partir du moment où l'État a été défaillant dans la possession des citoyens, l'État doit assumer ses responsabilités, ce qu'on appelle responsabilité sans faute. Oui, c'est très bien tout ce que vous dites, c'est très tentant. C'est très tentant. Je rajoute une chose. Compléter avant que je me pose ma question. Je complète juste en une phrase. L'objectif d'indemnisation des spoliés des services, c'est d'abord de restaurer la parole de l'État. Aujourd'hui, vous imaginez bien que si le président Yahya Boni dit « je vais poser la première pierre pour construire le pont d'entrée à Porte-Nouveau », personne ne le croira. Pourquoi dites-vous ça? Parce que simplement, des promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, la parole de l'État est dévalorisée. Oui, mais pour avoir vu Boni Yahi promettre sans tenir donc, cette promesse-là, comment on peut vous croire? Et je vous dis simplement, est-ce que Biachane, de mémoire de nos anciens, n'a pas été le meilleur ministre de l'économie de ce pays? Ayaba ne sait pas. D'accord? Mais Ayaba ne sait pas, mais vous au moins vous le savez. Et moi au moins je le sais, c'est pour cela que je le dis. Il a été si bon que lorsque au Fonds monétaire international, on a voulu recruter un directeur adjoint en charge de l'Afrique et qu'on a prospecté, le jeune ministre de l'économie du Bénin s'est imposé naturellement. Comment voulez-vous avoir quelqu'un que tous les gouvernements d'Afrique cherchent pour les conseiller dans leur montage économique? Vous l'avez sous la main et vous réfléchissez encore. C'est le drame du Bénin. Le Béninois est toujours à la recherche de l'homme providentiel. Il ne l'a jamais trouvé. Une dernière question sur ICC Service, Medalmeda. C'est que vous voulez indemniser maintenant, la terminologie a évolué, indemniser les spoliés de ICC Service, mais sur la base de quel fichier voulez-vous vous adonner à cet exercice quand le fichier des spoliés quasiment incomplet ou n'existe pas, en tout cas personne n'a jamais vu ce fichier, il y a tellement de choses qui se disent autour. Vous avez une comptabilité exhaustive de ceux qui ont été spoliés, vous avez commis une étude, qu'est-ce que vous avez fait, sur la base de quoi allez-vous faire ce travail? Je ne suis pas au gouvernement,
je ne suis pas un auxiliaire de justice, en tout cas pas dans mes fonctions de directeur de cabinet. Donc, je n'ai pas accès à cela. Je suis bien obligé de me contenter de ce que dit le gouvernement. Le nombre des spoliés est d'environ 150 000. 155 000. Et ça, oui, j'ai dit environ. 150 000. Et le quantum, comment dirais-je, financier est d'environ 150 milliards. C'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est ce que nous avons considéré comme base. Bien évidemment, quand nous serons au pouvoir, vous doutez bien que nous n'allons pas appeler comme ça et commencer par anticiper. Non, il y aura un contrôle au moins préalable pour savoir effectivement qui a remis de l'épargne, qui n'en a pas remis. Alors, mesdames, ce que je vais vous dire. J'espère quand même que vous ne doutez pas un seul instant dans l'extrême rigueur du président Abdoulaye Biachane. Il a fait ses preuves. Ne vous occupez pas de nous, parlez plutôt aux auditeurs. Non, même pas de notre rôle. Non, ne vous occupez pas de nous, parler aux auditeurs, c'est mieux que maintenant. Bien évidemment. Je convaincre que je ferai les deux. Je parlerai aux journalistes sur le plateau et également aux auditeurs. D'accord. Abdoulaye Biachane, on le sait très bien. Il a des qualités incontestables. C'est un homme rompu au travail bien fait. Et c'est ce que je vais dire, d'ailleurs, ça va vous plaire, maître Dalméda, le professeur Thévoïdre, à qui, à tort ou à raison, les Béninois attribuent une certaine aptitude à faire avec succès ce qu'on appelle de la divination politique à estimer. Il y a quelques jours, qu'Abdoulaye Biachane, votre champion, l'un des candidats dont le projet pour le Bénin est le plus sérieux. Dernière question sur ce sujet du projet. En quoi est-ce que globalement pris, ce que Biachane propose pour les Béninois est sérieux? En quoi est-ce que c'est sérieux et convaincant? Mais voyez, quels sont les éléments clés qui pourraient porter les Béninois vers ce projet? Je vais vous dire une chose. Je crois que de mémoire de Béninois, pour les élections présidentielles, il n'y a jamais de projet. Souvent, il y a 2 ou 3 feuillets qui se baladent quelque part et cela est appelé projet société. Abdoulaye Biachane a été, on va dire, le premier Béninois avoir véritablement rédigé un vrai projet de société qui couvre tous les domaines. Koupaki qui a un projet de société de 1200 pages, n'a-il pas un projet de société lui? Vous l'avez vu? Il a lancé cette semaine. Vous l'avez vu, vous? Mais il a lancé cette semaine, il vient de le lancer. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous l'avez vu? Mais c'est un fait public, il a lancé au champ d'oiseau. Vous l'avez Je vous dis, il a 2 jours. Mais le vôtre non plus, on l'a pas. Mais vous ne l'avez même pas encore lancé. Écoutez, non, attendez. Nous, notre projet de société, contrairement à ce qu'on croit, ça fait 2 ans que nous avons commencé par diffuser par petits bouts notre projet de société. Je vous ai dit, nous tenons des conférences thématiques. Mais les bouts tellement parce qu'on ne l'a pas vu non plus. Les bouts sont tellement parcellaires qu'on n'a pas vu votre projet. Et chaque fois, c'est thématique. Et chaque fois, à la fin de la conférence, nous disons ce que nous allons faire. Est-ce que le document existe? Ça existe où? Non, bientôt le document vous sera envoyé. Vous avez dit bientôt, mais quelqu'un dit à lancer. Concédez-lui ça. Attendez, je suis en train de vous dire que nos propositions sont déjà sur la place publique depuis 2 ans. Nous avons commencé. Nous avons commencé par dire ce que nous ferons pour la réforme administrative. Nous avons commencé par dire ce que nous ferons pour l'agriculture. Vous ne les avez pas compilés dans un document. Écoutez, je vous dis, si comme vous êtes pressé de le savoir, il suffit simplement de prendre les actes. Nous le disons, les actes de nos conférences thématiques, de les compiler, c'est notre projet de société. Très bien, mesdames, pendant que... Et je constate quand même que dans le projet de M. Koupaki, en tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse. Vous l'avez lu? Je ne l'ai pas lu, c'est ce qui se dit dans la presse. J'ai dit ce qui se dit dans la presse. Il nous a rejoint sur un point et je m'en félicite. Il semble dire que le Bénin, comme l'a dit avant lui et bien avant lui le président Abdoulaye Biachane, va non seulement mettre fin au délestage, mais que le Bénin va devenir comment dirais-je, un pays excédentaire en production énergétique pour pouvoir vendre au Nigeria. Oui, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est seulement dans le camp de ABT qu'on est intelligent? Je dis pas cela, je dis, nous l'avons dit. Nous, c'est le débat de nous avons tout le monde. Mais ça peut, vous pouvez vous rejoindre. Alors, sans se tricher. Non, je dis simplement, il nous a rejoint. J'en suis heureux. Vous serez d'accord avec nous que Abdoulaye Biachane et Koupaki, Pascal et René, les deux ont presque le même profil. C'est des économistes, ils parlent de finances, de chiffres et tout ça, de tout ce genre de baratin dont ces économistes avec lesquels ces économistes nous ont embrouillé ces dernières années. Et ça c'est vrai. Non seulement. Oui, bien sûr, c'est des amis. Monsieur Dalméda, c'est des amis en plus parce que. Avec une entente cordiale. Jamais notre pays n'a été dirigé
avec autant d'économistes et de banquiers. Mais sur le plan économique, vous êtes là et vous devez constater le résultat. Le résultat, enfin, j'ai pas envie de dire le mot, mais les résultats sont là. À chacun d'apprécier, j'ai pas envie d'apprécier à la place des auditeurs. Et c'est après cela, peut-être vous évitez le mot catastrophe. C'est après ça que vous suggérez, vous, en solution. Alors, on va quand même évoluer. ABT, effectivement, est permanemment en mode solution. En mode solution, d'accord, très bien. Alors, pendant que des partis qualifiés de grands, n'est-ce pas, à tort ou à raison, je n'en sais rien, comme le PRD et la Renaissance du Bénin jouent à Jacques Ouettu en faisant monter les enchères que l'Alliance l'Union fait la nation tergiverse et bégaye certains candidats en quête d'appui politique enregistrent des succès à travers des déclarations de soutien médiatiquement bruyants. Mais vers l'Alliance ABT, personne ne se rue. Pourquoi, à votre avis, vous peinez autant à convaincre M. Almeida? Vous savez, allez poser la question aux différents candidats. Demandez-leur s'ils n'auraient pas bien voulu être aujourd'hui en matière de notoriété à la place d'Albert Biachani. Ils vous diraient tous oui, et vous le savez. Oui, il ne s'agit pas. C'est pas la notoriété qui fait. Il ne s'agit pas de faire du bruit. Vous savez, nous avons au moins un avantage sur les autres. Nous savons. Lequel? L'avantage, c'est que nous avons déjà été aux élections. Et nous savons que le match-vu, le show médiatique, les tonneaux vides qui font du bruit, c'est pas ça qui fait gagner. Vous avez appris. Et vous avez appris en ça temps. à vos dépens. Bon, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé, depuis 5 années, d'aller au contact des populations, de faire un travail de fond. Nous sommes le seul candidat, je dis bien le seul, ayant parcouru les 77 communes de ce pays. Non, c'est faux. Pascal, il y a une coupe qu'il a fait. Hein. Ah non. Aussi. Oui. Ces soutiens sont passés dans ce studio. Et ils passent le temps à dire la même chose. Nous sommes passés dans tous les villages. Attendez. Donc, et les autres aussi vous diront qu'ils ont fait la même chose. Finalement, il est difficile de vous croire, vous tous. Non, mais c'est simple. Oui. Si vous voulez, moi, je peux vous communiquer les dates. Hein, les autres aussi mais pourraient le faire. la solution, M. Almeida, ne se trouve pas forcément à la fin du voyage. Quand vous avez voyagé, vous avez fait les 77 communes. Qu'avez-vous ramené? Qu'est-ce que vous suggérez en solution? Ah, mais vous avez bien vu que depuis que je suis sur votre plateau, je ne cesse de parler de solutions. Alors si vous me demandez encore, je ne comprendrai plus rien. Le grand rendez-vous. Alors, gouvernance au Bénin, les vrais chemins de l'espérance, c'est le titre d'une longue tribune publiée cette semaine par l'ancien ministre de Mathieu Kérékou, ancien candidat à l'élection présidentielle, Luc Yankadia. Et il y effectue des constats très intéressants que je souhaite mettre en perspective avec le projet présidentiel de votre candidat. Il effectue par exemple le constat désolant selon lequel l'administration publique chez nous est devenue plus que jamais ces dernières années le champ de culture des comptes valeurs et de tas quasi rédhibitoires tels que le népotisme, le clientélisme, la fainéantise, la politisation à outrance, le régionalisme pathologique, et je m'en arrête là. Alors, d'abord, est-ce que vous avez fait avec lui les mêmes constats? Est-ce que vous partagez également ces constats? Écoutez, j'achète ce qu'a dit le ministre Yankada, peut-être avec des mots beaucoup plus simples pour que ce soit accessible à nos compatriotes. Ce qui s'est passé dans l'administration béninoise ces 10 dernières années est inadmissible. Bon, je dis bien totalement inadmissible. Le président Biachani dit ceci: si je suis élu candidat, je mettrai l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme j'ai eu à le faire par le passé quand je fus ministre de l'économie durant 4 années. Allez voir, ou posez la question au syndicat. Il vous dirait qu'au temps d'Albert Biachani, toutes les ethnies du Bénin sont représentées dans son staff. Et surtout... Peut-être méchamment, mais il y a quand même des critiques qui viennent également de ce côté-là. Et surtout, ce qui était important à souligner, c'est qu'avec Biachani, je suis peut-être la personne la mieux placée pour attester cela. Si votre compétence ne suit pas, vous êtes relevé de fonction. Il n'attend de vous qu'une seule chose. Vos beaux yeux, c'est bien, mais ce qu'il attend de vous, c'est le rendement. Vous avez une feuille de route, une mission. Et vous devez constamment rendre compte des objectifs atteints ou non atteints. Et dire pourquoi vous ne les avez pas atteints. Et comment vous comptez faire pour les atteindre. Alors, ce qui s'est passé ces dernières années où des marchands se sont retrouvés
à diriger des sociétés, où des personnalités politiques ont déserté les entreprises d'État pour aller battre campagne dans leur village ou dans leur région d'origine avec les moyens d'État, délaissant le travail qui leur a été confié, est totalement inadmissible. Il faudrait absolument, là également, restaurer la confiance de l'État, reprotéger nos citoyens, instaurer l'égalité réelle entre tous les citoyens. Abiy Chane dit ceci: il ne faudrait plus que jamais, je dis bien jamais dans notre pays, quelqu'un soit écarté de la liste des admis à un concours d'entrée dans la fonction publique, simplement parce qu'il ne porte pas le bon nom, simplement parce qu'il n'est pas de la bonne religion, simplement parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, de la bonne région. De la bonne région. Ça, c'est totalement, c'est contre-productif. Abiy Chane, il est habitué à travailler dans un environnement pluriethnique. En tant que directeur adjoint du Fonds monétaire international en charge de l'Afrique, il avait sous sa coupole pas moins de 44 pays. 44 pays il a dirigé. Vous imaginez que dans chaque pays, vous prenez par exemple le Cameroun, il y a 300 ethnies. Ok? Donc, dans les 44, vous imaginez, c'est des milliers d'ethnies qu'il a dû gérer. Il est habitué à cela. En tant que ministre de l'économie, et je vous invite à aller vous procurer la liste de ses principaux, enfin de son staff, et vous verrez que là également, c'est compétence et compétence. Vous êtes toujours mieux de vous en procurer, vous, et de diffuser. On ne peut que vous opposer des faits. Est-ce que vous dites, maître d'Almeida Rufino, sur ce plateau, qu'en 2001, eh bien, Abiy Chane n'avait pas, comme c'est l'habitude hier, comme c'est l'habitude aujourd'hui, n'avait pas dû vider l'administration du ministère de l'économie et des finances pour aller battre campagne pour Kérékou? Ah non, pas du tout. Pourquoi Vous le dites si timidement que je ne sais pas si les auditeurs vous croient. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis éberlué par cette interrogation venant de n'est-ce pas des faits, n'est-ce pas le Bénin, n'est-ce pas ce... Pas du tout. La réalité, s'il est vrai que dans les années, je ne parle même pas d'Abiy Chane, je parle de la classe politique de manière générale. S'il est vrai que dans les années précédentes, il y avait quelques... comment dirais-je, entorse à la loi, c'est surtout ces 10 dernières années que ce phénomène-là s'est amplifié à un point où, si on ne l'arrête pas de manière je dirais, radicale, oui. le Bénin va se retrouver dans le précipice, croyez-moi. Alors, mesdames, la lutte contre la corruption, vous en conviendrez, à moins que vous soyez d'avis contraire, l'un des plus gros échecs, et ça on peut l'affirmer avec force, l'un des plus gros échecs du double mandat de Boni Yayi, c'est une lutte de façade soutenue par une gouvernance publique approximative, stigmatise l'ancien ministre Luc Nyankadia. Dites-nous, KBT possède une recette, une thérapie pour soigner efficacement la corruption des élites, qui est d'ailleurs la plus pernicieuse. Qu'est-ce que vous avez comme médicament à prescrire pour guérir le Bénin de ce mal qui est en train de tout déglinguer? Ben, écoutez, la première antidote, je dirais, pour guérir ce mal, c'est d'abord ce que j'appelle l'exemplarité. L'exemplarité. Lorsque le ministre ou le président de la République est exemplaire, lorsqu'il ne tape pas dans la caisse, excusez-moi l'expression, ses collaborateurs ne peuvent pas faire autant. Ils ont tendance à se caler sur le tempo donné par le plus haut responsable d'une entité. C'est ce qu'on appelle la gouvernance par l'exemple. C'est bien cela. Donc, comment dirais-je, le premier médicament que nous avons contre ce fléau, c'est l'exemplarité. Et vous en conviendrez que là également, Abiy Chane a la réputation d'être un homme foncièrement intègre. Au point même que quand on pose la question à certains, si vous voulez d'Abiy Chane, ils disent « Ah, on ne veut pas de lui parce qu'il est trop rigoureux. » Mais il faut un minimum de rigueur pour tout État. Il faut que les choses soient à leur place. Est-ce que c'est normal que pendant que des populations de Glazoué, de Ouessé, de Dessazoué, de Savalou et d'autres, voire même de Vossa ici à Cotonou, n'aient pas accès à l'eau potable, 2, 3 ou 4 individus disparaissent avec 8 milliards? Vous imaginez? Dans une impunité quasi totale, pour ne pas dire totale. Et sans honte, oui. Et sans honte? Oui, bien sûr, sans honte. Et certains candidats n'hésitent pas encore à s'afficher avec ceux-là. Qu'est-ce que vous voulez que les pauvres populations pensent des hommes politiques? La fonction politique a été totalement, comment dirais-je, dévalorisée. L'heure est venue de remettre en scène ce que j'appelle la politique debout. Et cette politique, pour rendre un Bénin debout, que j'appelle la politique debout, c'est Abiy Chane qui va la porter.
Mesdames, je l'espère bien qu'il réussira à remettre le pays debout avec tout l'état que nous avons accumulé depuis de nombreuses années. Alors, le consensus, vous avez quelque chose à dire? Oui, parce que vous m'avez posé une question, j'avais fait une introduction, mais je ne vous ai pas dit... oui, allez-y. Voilà. Concernant la lutte contre la corruption, il s'agit également de faire, dans un premier temps, une campagne de sensibilisation pour dire ce qui relève de la corruption, ce qui n'en relève pas. Parce que j'ai l'intime conviction que certains de nos cadres ne savent pas exactement quelle est la limite de la corruption et de la non-corruption. Donc, fait une campagne de presse massive sur quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, donner les moyens nécessaires à l'autorité de lutte contre la corruption pour véritablement jouer pleinement son rôle. Et que l'État ne s'immisce plus dans le fonctionnement de cette institution. Vous semblez oublier la justice. Qu'est-ce que vous en faites? Mais j'en viens. Je suis un homme de justice. Ah ben ça me paraîtrait quand même bizarre que vous n'en parliez pas. Allez-y, mesdames. Et ensuite, il nous est nécessaire d'instituer un parquet financier. Un parquet financier dont le rôle serait d'être saisi systématiquement, je dis bien quasi systématiquement, de toutes les manifestations commises dans le cadre de la gestion des deniers publics. Pour immédiatement instruire ces affaires, ce sera même dans son cahier des charges. Il devrait instruire en priorité les affaires de malversation. Pour que très rapidement, toute personne qui s'est rendue coupable de détournement soit jugée, je dirais, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Ça ne traîne pas. Son forfait. Parce que, imaginez toutes les personnes qui, dit-on, ont été traduites devant la haute cour de justice depuis des années, 5 ans, voire plus. Mais quand est-ce qu'elles seront jugées? Jamais. Vous trouvez ça normal? Mais apparemment, pour d'autres, c'est la priorité des priorités. Pourtant, vous avez mis en priorité, par exemple, le remboursement des spoliés d'ICC Services et l'emploi, peut-être. Non, écoutez, qu'on se comprenne bien. Nous n'avons pas mis en priorité le remboursement d'ICC Services. Ce sont des propositions phares. Nous avons dit ceci, que ICC Services, sous-entendu, la restauration de la confiance de la parole de l'État est un préalable. C'est l'introduction de l'introduction pour nous. Ce n'est pas notre projet, c'est l'introduction de l'introduction. C'est un préalable. Nous devons d'abord restaurer la parole de l'État. Car, quand vous aurez l'occasion de lire notre projet de société, vous verrez que nous ferons beaucoup appel à l'épargne publique, à l'épargne des Béninois. Nous demanderons aux Béninois qui ont quelques économies d'investir dans de grands projets. Et nous ne pouvons faire cela que si nous leur garantissons que désormais, lorsque l'État donnera sa parole, l'État donnera des engagements, l'État pourra le respecter. Pas possible. En revanche, l'emploi des jeunes, oui, effectivement, vous faites bien de le dire, et je vous remercie d'avoir retenu cela de mes propos, c'est la priorité des priorités. Tous les secteurs, toute l'énergie d'État doit être mobilisée pour donner à nos jeunes un emploi. Maître Rufino d'Almeida, quel est le programme, quel est l'agenda de Ablaye Biotchané aujourd'hui, 10 janvier? Aujourd'hui, 10 janvier, je pense qu'Ablaye Biotchané, de mémoire, il se lève vers 6 heures du matin. Il a eu des audiences, je dirais, politiques, jusqu'à peu près 9h, 9h30. Il va prendre la route de Calavi pour aller rencontrer nos militants. D'accord? Rencontrer nos militants. Il a déposé son dossier là? Non, pas encore. Oui, pour rencontrer nos militants. Il aura juste le temps de revenir légèrement vers Godomé. Il prendra la route de Calavi pour aller assister à la fête du Vaudou, comme il a fait l'année dernière déjà. Il reviendra à Cotonou pour reprendre ses audiences politiques. Donc, lui, au moins, il tolère le Vaudou. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Boni Yahi, pendant 10 ans, n'a jamais assisté à une fête de Vaudou? Il a toujours, je ne vais pas dire qu'il s'est arrangé pour être toujours à l'extérieur du pays le 10 janvier. Mais c'est là une des différences fondamentales entre les deux hommes. Ils sont peut-être tous les deux des économistes, mais je vous dis que Biotchané vient d'un milieu pluriethnique. Certains de ces moments, je pense notamment à Dame Paraïso, que je salue au passage, elle est chrétienne catholique. D'accord? Et c'est une des moments d'Ablaye Biotchané. C'est un avantage d'avoir plusieurs moments. Oui, je précise quand même, et c'est important, et que un homme politique de premier plan, vous l'avez cité tout à l'heure, disait que pour diriger ce pays, il faut être préparé à la fonction.
On peut dire que Abdoulaye Biachane a été préparé à la fonction parce qu'il a été ministre, il a eu une expérience de haut niveau, il a occupé des fonctions internationales qu'aucun Béninois n'a même tutoyé jusqu'à ce jour. D'ailleurs, s'il a mis en exergue Koupaki, il a mis à côté, tout juste à côté, Abdoulaye Biachane. Et je précise également que cet homme politique disait que pour diriger notre pays, il faut avoir la crainte de Dieu. Abdoulaye Biachane est un religieux, comment dirais-je, convaincu. Il a la crainte de Dieu. Il a également dit que pour diriger notre pays, il faut parler au moins une des langues. Abdoulaye Biachane en parle plusieurs. Bien évidemment, les langues de Djougou, je crois, le Sémérais, le Dindi, le Bon, le Yoruba, le Fon. Bon, vous voyez, il s'exprime dans toutes ces langues. C'est un Béninois, lui. C'est un Béninois, c'est un national, comme j'aime souvent. Est-ce que les langues, ça porte forcément la vertu? Je vais rajouter autre chose. Nous sommes aujourd'hui, comment dirais-je, dans une période de globalisation générale, où les idées circulent, où il faut communiquer. J'estime également que pour occuper la fonction présidentielle, il y a une autre condition que je vais rajouter à celle énoncée par notre doyen Tevoidre. Je pense qu'on devrait également imposer que le candidat à l'élection présidentielle parle au moins une des principales langues internationales. Abdoulaye Biachane parle couramment l'anglais, a travaillé couramment dans l'anglais. J'aimerais que les autres candidats également, on puisse nous dire si tel ou tel candidat parle au moins anglais, parce qu'il faut pouvoir converser avec le grand Nigérian. Vous habillez bien Abdoulaye Biachane comme le meilleur des meilleurs, celui que Dieu nous a envoyé. Le Messie. Attendez, nous avons le plus grand marché économique d'Afrique à nos portes. Il faudrait quand même que le président qui va converser avec Bouhari puisse au moins honorer le Bénin en s'exprimant en anglais. Oui, Mesdames, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Parlant toujours de Luc Nyakadia, il dit que le consensus de la conférence nationale est dévoyé et que notre constitution est dépassée. Il va falloir actualiser notre constitution. Un candidat, Patrice Talon, pour ne pas appeler son nom, a déjà proposé des réformes qu'il juge essentielles sur le sujet. Vous, que proposez-vous? Pensez-vous aussi qu'il faut retoucher certains fondamentaux de notre constitution et lesquels? Oui, sur cette question, le président Biachane s'est déjà exprimé plusieurs fois. Ce n'est pas nouveau. Il a dit, et cela, ça fait déjà des mois, avant même l'entrée en course de M. Talon, il a dit ceci. Si je suis élu président de la République, je vais convoquer une conférence souveraine nationale. Sous-entendu, une conférence nationale des forces vives de la nation bis, où seront représentés les syndicats, les partis politiques, en tout cas toutes les entités du corps social. Cette conférence aura pour mission, premièrement, de proposer des réformes constitutionnelles. Et parmi ces réformes, il y a une qu'il a énoncée de manière très claire. Il dit, nous devons mettre le Bénin aux normes, aux standards internationaux, tout au moins de la sous-région. Il nous faut un poste de Premier ministre qui puisse soulager le président dans ses tâches quotidiennes. En réalité, moi je n'ai pas peur de vous le dire, il faudrait, me semble-t-il, que lorsque le président est du Nord, le Premier ministre soit du Sud, pour que toutes les entités de notre pays, les entités, je dirais, territoriales, voire même religieuses, pourquoi pas, se sentent concernées. Moi j'en ai un peu marre que on entend dire, nous sommes exclus, nous sommes ceci, tel est là pour faire une politique des siens. Moi j'en ai un peu marre. J'en ai vraiment marre. Et je souhaiterais que désormais, tout le monde puisse se retrouver dans le pouvoir d'État. Que cette question ne se pose plus, qu'on aille sur la question des idées, qu'on ne soit plus sur les questions de personnes, qu'on n'ait plus peur qu'un Saint-Valois nous dirige, qu'on n'ait plus peur qu'un Djougoula nous dirige, un Portugais nous dirige, simplement parce qu'on craint que son arrivée au pouvoir, ce serait favoriser les siens. Qu'on dépasse définitivement, quand ce fut un peu le cas sous le régime, sous la gouvernance du président Mathieu Kérékou, où... Vraiment relativement aussi. Tout, je dis un tout petit peu, d'accord. Il faudrait qu'on arrive quand même à cela. Donc, première proposition, conférence nationale, d'où sortiront les réformes suivantes. Instauration de poste de Premier ministre. Deuxième proposition, mais là c'est un lot de propositions, la conférence doit retailler l'habit que constitue notre loi fondamentale. La loi fondamentale, c'est comme un habit qu'on coud à un enfant. Lorsqu'un enfant grandit, l'habit ne lui va plus, l'habit ne lui convient plus. Donc, vous pensez que nous avons grandi là? Après 25 années, d'accord, notre constitution a fait ses prouesses, mais a également atteint ses limites.
véritablement ses limites. Est-ce que ce n'est pas plutôt nous, Béninois, qui avons développé des tas qui ne sont plus conformes à notre constitution? Parce que nous ne sommes pas allés dans le sens positif, mesdames et messieurs. Ça, il faut le reconnaître, c'est un minimum. Je suis un homme de loi, je sais qu'on ne peut pas tout mettre dans la loi. D'accord? Mais peut-être que si on avait prévu dans notre loi fondamentale, qui est une très belle loi, une fois encore, je rends hommage aux constituants, si on avait prévu dans notre loi le financement des partis politiques, par exemple, pour que les partis politiques ne soient plus patrimonialisés. Regardez le spectacle abominable. J'ai peur de vous contredire, maître Almeida. Vous voyez le déferlement d'argent que nous constituons, nous observons aujourd'hui dans l'espace public. Est-ce que vous avez vu la proportion, le rôle que l'argent a pris aujourd'hui dans la dévolution du pouvoir? Vous pensez que l'État a les ressources pour financer les partis politiques à la hauteur de ce que nous voyons, de tout ce qui se passe dans le pays? Vous pensez que... éloigner les acteurs politiques du mal, de ce mal-là? Même en finançant les partis politiques et en finançant les élections dans notre pays, vous pensez que nous guérirons est-ce qu'il n'y a pas le risque de doubler le robinet, tout simplement? Je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais devant deux mots, il faut choisir le moindre. La fonction politique ne s'improvise pas. Il faut être préparé à la chose politique. Je constate aujourd'hui une faillite, mais totale. À part peut-être Abdoulaye Biotchane et Koupaki, dans une moindre mesure, au Roudété, il n'y a pratiquement pas de politique. Il n'y a que les hommes d'affaires qui nourrissent le débat. Il n'y a pas que les hommes d'affaires, il n'y en a que deux. Vous en connaissez combien, vous? Oui, mais sauf que la débauche financière vient principalement comment dirais-je, de ces deux-là. En même temps qu'ils viennent comme alternative à cette faillite que vous soulignez. Grave, est-ce que vous avez audité leur comptabilité pour savoir combien ils ont dépensé? Oui, bon, écoutez, vous savez, sera toujours aveugle celui qui ne veut pas voir ou sourd celui qui ne veut pas entendre. Alors, dernière question avant d'ouvrir le standard aux auditeurs. Il se dit énormément de choses dans tous les camps politiques. Le constat est que personne, aucune chapelle politique ne souhaite animer l'opposition sur le prochain mandat 2016-2021. On annonce une élection au premier tour du candidat du pouvoir. Certains, et vous les avez sans doute entendu cette semaine, crient déjà de façon préventive à la fraude. Quelle foi donnez-vous à ces soupçons de fraude et que préconisez-vous? Vous savez, chacun a le droit de rêver à sa manière. D'accord. Ok. Nous avons été victimes de la fraude en 2011. Ah oui, c'est vrai. Énormément en 2011. Le score déclaré est bien en deçà de ce que nous valions réellement. Mais enfin, c'est passé, on ne va pas y revenir. J'espère que vous avez appris au moins. Alors, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un s'attend à nous voler le 28 février prochain ou le 13 mars prochain, que bien lui advienne. Vous pensez que vous avez pris suffisamment de précautions pour ne pas être volé? On verra. Très bien, parce que vous devez savoir que la fraude électorale est multiforme et qu'elle ne commence pas le jour du scrutin. Écoutez, elle prend pied bien avant la date du scrutin. Donc, bon, attendons de voir comme vous l'avez dit. Maintenant, soyons réalistes. Depuis 2011, la loi électorale de notre pays a fondamentalement changé. Et ça suffit? Je n'ai jamais dit cela. Je dis simplement que certains canaux de triche aujourd'hui ont été asséchés. D'accord. Ok? Il en reste d'autres. Nous y veillerons. Très bien, mesdames, merci beaucoup. Nous allons prendre nos auditeurs 64 44 02 44 66 75 72 72. Le premier auditeur est en ligne. Maintenant, du côté de la baie vitrée. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? On m'appelle Zachary Egouleti depuis Pégadis. Monsieur Egouleti, allez-y pour vos Monsieur le journaliste, félicitations à vous. Monsieur l'invité, félicitations à vous aussi. Monsieur le journaliste, vous êtes courageux. Monsieur l'invité, vous êtes courageux. Vous êtes en train d'animer le vrai débat. Nous avons besoin d'éclairer ce peuple. Nous avons besoin d'éduquer ce peuple par rapport à son avenir. Un ami m'a dit, monsieur Egouleti, vous savez, si vous voulez du bien pour ce pays, les deux candidats sérieux, c'est ABT et Koupaki. Monsieur l'invité, je vais poser première question. Quel avenir pour notre démocratie dans le contexte où
des partis politiques sont devenus des partis de soutien, incapables de sortir un candidat à leur sein. Deuxième question. Le gouvernement Boni Yahi a soutenu valablement ICC en mettant des garde-corps aux promoteurs de ICC et en bénéficiant des faveurs. Parce que ICC a offert des choses dont le gouvernement a bénéficié. Comment le gouvernement compte rembourser ces faveurs dont il a joui de ICC? Troisième question, la candidature de Lionel Zinsou. Monsieur le journaliste, c'est une violation flagrante de la Constitution. Parce que l'individu même qui s'est levé pour dire qu'il est un tout petit peu béninois, alors que la Constitution prévoit qu'il faut être béninois à 100%, c'est une injure à notre démocratie. Ça ne passera pas. Les Béninois, tous les Béninois merci beaucoup, monsieur Goletti, merci beaucoup. Merci, nous avons dit des questions, pas des appels à voter pour tel ou tel. Alors, merci beaucoup quand même d'avoir appelé. Vous êtes le premier auditeur, un autre est en ligne. Bonjour. Monsieur. Qui avons l'honneur. Bonjour. Eugène Iwanyan. Oui, monsieur Iwanyan, allez-y pour vos questions. Rapidement, s'il vous plaît. À vos autres chefs. Je ne sais pas si je dois appeler votre invité, monsieur, mais je préfère maître. Maître, dites-moi, la vendeuse de pain, si son pain est froid, elle va crier que le pain est froid? Je ne pense pas. Vous êtes dans votre rôle. Vous défendez bien, je dirais, votre client, parce que un avocat n'amènera pas son client à l'abattoir, même s'il sait qu'il n'est pas clean. Première question. Juste partager avec vous cette information. Le président Abdoulaye Biotchane n'est pas le seul que certains craignent. Il y a aussi, je dirais, Pascal Irénée Koupaki, qu'on trouve en lui, qu'on voit en lui, j'allais dire, une rigueur. Pourquoi autant de, je dirais, vous n'avez pas pensé votre question. Allez-y vite, monsieur Wagnon, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent là. Deuxième question. Je me souviens en 2006, lors de sa projet de société là, à l'hôtel quelque part sur la route de l'aéroport, il avait promis des voies, des TGV et consorts. Ça n'a pas marché pour lui. Cette fois-ci, ce n'est plus TVG, c'est maintenant remboursement spolié. Maintenant, imaginez ce scénario où c'est un autre qui devient président. Est-ce que sa connaissance, ses ambitions, est-ce qu'il ne peut pas, il pourra accepter de le partager avec le prochain président? Parce que la consultation, je regarde, c'est bon, monsieur Wagnon, merci beaucoup pour votre intervention. Bonne journée à vous. Nous prenons le suivant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Qui avons l'honneur? Kodio, rentrant depuis Adjon. Oui, monsieur Kodio, allez-y pour vos questions. Oui, j'ai une petite question pour votre invité. Je salue l'invité d'abord. Est-ce que monsieur a parlé de tout à l'heure la vallée de Louémé et la deuxième vallée? Est-ce que Biotchane sait maintenant que les Bleus viennent de Nord là-bas ou bien des autres pays pour nous envahir et qu'actuellement, on ne peut pas avoir la terre à la vallée de Louémé actuellement là où nous sommes? Est-ce que monsieur Biotchane sait ça? On ne peut pas avoir la terre, comment vous La paix avec la transhumance civile. La transhumance, d'accord. Oui. Très bien, merci beaucoup et bonne journée à vous. Un autre est-il là? Bonjour. Allô? Oui, à qui avons l'honneur? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. À qui avons l'honneur? Oui, c'est Pamplé Arissou. Oui, monsieur Arissou, allez-y rapidement pour vos questions. Je salue votre invité, j'ai quelques questions pour lui. Je voudrais lui demander ce qu'il pense des prestations de Bague aujourd'hui du haut d'auditeur général dans la lutte contre la corruption. Ces prestations depuis son installation. Deuxième question, quelles sont ses ambitions, l'ambition de leur président par le partenariat public-privé avec les opérateurs économiques qui en mangent aujourd'hui et qui sont également de véritables sources de pouvoir dans l'emploi aujourd'hui. Quelles sont les ambitions par rapport à ça? Très bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur Arissou. Nous allons prendre deux auditeurs encore. Bonjour. Allô? À qui avons l'honneur? Oui, on m'appelle Prince Vijiji. Oui, allez-y pour vos questions. Oui, bonjour monsieur les journalistes animateurs de l'émission. Bonjour monsieur l'invité. Oui, allez-y vite s'il vous plaît. D'abord, permettez
monsieur l'invité, de vous féliciter de votre courage dans le dossier ICC Service. Vous êtes pratiquement le seul. Je veux dire, votre candidat a proposé un plan bien étudié, oui, bien étudié dans ce dossier. Vous avez vu le plan, vous? Oui, parce qu'on nous propose. Ils ont eu le courage même de proposer. Ils vont payer 30 milliards par an, ils vont faire ça. Donc, quelque part, c'est qu'ils ont étudié le dossier. Et ils ont étudié un plan de remboursement. Très bien, allez-y pour vos questions. Pour la population. Alors là, nous allons dire directement que tout candidat qui penserait que ce dossier Yahi est uniquement Yahi et fuirait ce dossier se verrait déjà même fermer déjà la porte de plus de 2 millions d'électeurs. Je dis bien derrière 2 millions, car derrière l'ICC Service, il y a au moins 10 par an. Vous n'avez pas posé de question, monsieur? Oui, ma question. Est-ce que vous ne serez pas découragé? Est-ce que nous entendons quelque part que M. Abdoulaye Biotchari ne sera pas candidat? D'accord. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nous allons prendre le dernier pour revenir ici en studio. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? C'est monsieur Adossou Komlan. Oui, monsieur Komlan, allez-y pour... Je salue votre invité. Oui. Mais je veux demander à l'invité, bon, on ne sait jamais si le président Abdoulaye Biotchari serait là. Est-ce qu'il a le temps est-ce qu'il ne dira pas qu'il va supprimer la vente des licences supérieures? D'accord. Et seconde préoccupation. On ne sait jamais, bon, aux élections présidentielles, il y a premier tour, deuxième tour. Bon, dans le cas, si le président va au second tour, bon, dans les négociations là, bon, tout ce qu'on néglige là, on ne va pas assister aux mêmes erreurs. D'accord. Très bien. Oui, bien sûr, on vous a compris. Merci beaucoup, monsieur Adossou et Komlan. Bonne journée à vous. Nous allons revenir ici en studio pour essayer d'apporter quelques réponses rapides à ces questions. Quel avenir pour notre démocratie quand on voit les partis politiques qui peinent à désigner leurs candidats et qui apportent maintenant sont des partis de soutien, non plus des partis de proposition et de candidature, mais des partis de soutien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'avais commencé par le dire, je ne peux que déplorer l'échec des politiques. La politique aujourd'hui dans notre pays est sinistrée. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et je pense que nous ne pouvons non plus pas nous en remettre à l'homme providentiel. Nous ne pouvons pas simplement dire, bon, on laisse les tests, notamment notre loi fondamentale, notre constitution, telle qu'elle. Si le président qui vient est un homme éclairé, comme ce fut, on va dire, dans une certaine mesure, le cas de certains présidents, la pratique politique dans notre pays serait bonne. Alors si on a la malchance de tomber sur un président qui a des convictions particulières en la matière, nos thèses seront totalement dévoyées. Je pense qu'on ne peut pas abandonner notre chère patrie au hasard. L'heure est venue de faire une réforme d'ampleur, constitutionnelle d'ampleur. Et cette réforme visera en premier lieu à dépatrimonialiser nos partis politiques. Aujourd'hui, tous nos partis politiques ne vivent que par une seule personne. Je ne veux pas citer des noms, mais prenez les partis les plus importants qui auraient dû désigner un candidat. Ils ne l'ont pas fait. Mais quand bien même, au sein des responsables politiques veulent être candidats, ils ne peuvent pas être candidats, puisque le chef, qui est en même temps le banquier du parti, tient tout le monde en respect. Ça, il faut le supprimer. Et le supprimer, c'est de faire financer les partis politiques par l'État. Par l'État. Comme cela, tous les militants seraient au même niveau. On verra dans les tests comment prévoir leur désignation. Toute personne qui voudrait postuler à quel poste que ce soit, il y aura une procédure simple prévue par la loi où tout le monde pourrait postuler. On n'attendra plus que ce soit le chef qui, de manière discrétionnaire, dit « Ah ben toi tu te présentes à Djelekbe, toi tu te présentes à Dassazoumé. » Non. Voilà, il faut arrêter avec ça. Donc arrêter avec la patrimonialisation de
de la vie des partis politiques, donc de la vie politique béninoise. Cela permettra d'éviter que les partis, au lieu de faire de la politique, fassent des affaires politiques, comme le disent. Et autre chose, limiter l'emprise de l'argent dans la campagne électorale. Comment vous allez le faire, ça? Mais là aussi, nous avons des tests. Vous avez remarqué que, contrairement à ce qui s'est passé au stade de l'amitié où un candidat a distribué des t-shirts à son effigie, nous, à Porte-Nouveau, respectueux de la loi, le président Abia Biotiani nous a instruit. Vous parlez de quel candidat il a distribué? Bon, le président Diabon, il y avait quelques effigies. Ces t-shirts n'étaient pas frappés d'effigie. Bon, vous voyez bien Diabon. Enfin bref, nous. On n'a pas dit dans la loi non plus de ne pas mettre son nom sur le t-shirt, monsieur. Bon, monsieur on dit effigie. Bon. Effigie, en tout cas, nous, vous avez bien vu que nous avons distribué. Vous n'avez pas distribué de t-shirt du tout. Non, on n'a pas distribué de t-shirt du tout. On sommes restés. D'accord, mais ça c'est un choix. Voilà. Non, parce que nous essayons de, comment dirais-je, de rendre conformes nos actes aux prescriptions de nos tests. Oui, on vous a vu également dénoncer, par exemple, l'utilisation des moyens de l'État, des fins de campagne, alors que la loi l'interdit formellement. C'est dit, vous avez certainement raison que beaucoup de personnes ne respectent pas justement la loi électorale. Alors, nous allons revenir aux questions. Avant d'y aller, pour se situer donc sur l'élément qu'évoquait donc Maître Almeida, à savoir l'élément argent. Cette campagne, qu'on le veuille ou non, sera particulière en matière d'argent. C'est une campagne d'argent. Vous avez les moyens de cette campagne-là? Écoutez, notre campagne, pour battre campagne, il faut un minimum de sous. D'accord? On ne peut pas aller à cette campagne si on n'a pas les reins solides. Les poches. Mais enfin, je pense quand même que nos compatriotes, contrairement à ce qu'on croit, ont développé ces dernières années ce que j'appelle une intelligence électorale. Regardez comment, en 2 élections, ils ont fait basculer des majorités ici à Cotonou. Vous voyez, on s'attendait à ce que pour les municipales, on reconduise la majorité parlementaire. Ils ont basculé. Ils savent ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils savent, ils vont prendre l'argent. Mais je crains que ceux qui pensent pouvoir acheter les consciences avec l'argent ne la prennent à leurs dépens dès le 28 février prochain. Oui, mais est-ce que numériquement, cette conscience-là est emportée? Ça aussi, c'est l'élément fondamental. Dans un pays majoritairement analphabète, c'est comme ça dit, non, Vigile? Alors, sur quoi comptez-vous pour que les gens comprennent ce que vous êtes en train de dire là? Ça, c'est un esprit. Enfin, j'ai envie de dire que c'est un mauvais exemple. Nous sommes à Cotonou. Non, j'entends bien. Nous, par exemple, pour notre meeting réussi à Porto-Novo, vous avez vu qu'il y avait des milliers de personnes. On nous a dit, tel candidat a mis pour appâter du monde, a mis le montant à 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs au plus. Non, mais vous avez drainé du monde également avec des bus, vous avez encombré les artères de Porto-Novo, mais on a dû financer quand même ces déplacements, non? C'est vrai que la masse de bus vue à Porto-Novo, c'est jamais vu dans cette capitale. Mais il en avait vraiment. Mais nous n'avons fait venir au stade que nos militants. Je dis bien nos militants. Et je suis bien placé pour vous dire ceci. Si, en tant que directeur de cabinet et membre de l'équipe ayant organisé cette rencontre, si on devrait accepter toutes les demandes de participation, je vous assure que même si on repoussait les limites du stade au fait d'en faire 10 fois la superficie actuelle, cela ne suffirait toujours pas à contenir le nombre de militants. Évidemment, il en faut davantage pour élire un président de la République. Oui, bien sûr, tous les militants n'étaient pas là. Je connais la réponse d'Yamed Damida, mais alors, il y a une question. Je vous ai dit que c'est nos militants de la partie méridionale du pays. Seulement qui sont venus. Il y a une question essentielle pour les gens de Porto-Novo, de Louémé et de tout ça. Est-ce que ABT au pouvoir supprimerait la vente de l'essence Bayon? Une question très précise et très directe. Tout un piège. Non, je veux dire, il faut toujours assumer ce qu'on fait. D'accord. Aujourd'hui, il faut remettre le Bénin aux normes internationales. Il faut remettre le Bénin aux standards internationaux. Est-ce que lorsque vous allez à Paris, lorsque vous allez à New York, lorsque vous allez à Abidjan, est-ce que vous ne voulez pas voulu voir votre pays ressembler tout petit peu à ces pays ou à ces capitales? Je pense que c'est oui. Est-ce qu'on vend de l'essence frelatée à Pékin, à Washington, au Caire? C'est non. Donc il faudrait bien trouver une solution à la vente de l'essence frelatée. Et c'est quoi votre solution? La solution, c'est qu'il faudrait
tôt ou tard en arriver à la suppression de cette activité-là, qui est au demeurant une activité illégale, avec des mesures d'accompagnement. C'est aujourd'hui ceux qui vendent l'essence prélatée. Quelqu'un a proposé 50 milliards ici, il n'y est pas parvenu. J'en viens. Nous avons, écoutez-moi bien, nous avons prévu créer, comme on l'a dit sur ce plateau, 100 000 emplois par an. Parmi les 100 000 emplois, pourquoi ne pas également intégrer la création de stations-service pour que ceux-là qui aujourd'hui sont dans l'illégalité totale se remettent dans le circuit économique, se remettent dans la légalité. Eux, au demeurant, vont préserver leur santé. Ils vont préserver leur santé. Ils vont peut-être également préserver la santé des riverains. Car combien de personnes ne sont pas décédées simplement parce qu'il y a une mauvaise manipulation et puis les bidons d'essence ont pris feu et suivi d'explosions et de morts d'hommes. Oui, une autre question toujours dans Lomé, la vallée de Lomé, vous avez dit, est la deuxième vallée au monde la plus riche après le Nil. Mais la vallée de Lomé aujourd'hui subit la transhumance périodique des éleveurs qui viennent du septentrion. Qu'est-ce que vous avez à proposer contre ce problème qui empeste la vie des habitants de cette vallée? Non, je pense que assurément c'est une des questions qui mérite attention et qui mérite une réponse précise. Il est évident que si le Peul, parce que souvent c'est le Peul qui s'occupe de l'élevage, descend du septentrion jusque dans le sud, c'est parce qu'il a la recherche de pâturage. Pourquoi ne pas imaginer des espaces essentiellement dédiés à la production animalière? Donc vous allez proposer ça. Nous devons arriver à cela et ainsi soulager nos frères et sœurs de la vallée de Lomé. Et je voudrais quand même préciser, M. Adou, si vous m'en donnez l'occasion, j'espère que vous m'en donnerez de suite. Peut-être que ça fera votre conclusion. Oui, assez rapidement. Nous l'avons dit au stade le jeudi dernier. Le Biotchané, c'est l'autre porto-novien de la compétition. Son élection sera une chance non seulement pour Porto-Novo, pour l'Ouémé, mais également pour le plateau. Car c'est quelqu'un qui a un attachement viscéral à cette région-là de notre pays, qui lui rappelle ses enfances, son adolescence, donc la partie la plus vivifiante de sa vie. Il a dit ceci, et je ne voudrais pas qu'on l'occulte. Si je suis élu, et ça il a dit à la conférence thématique de Ouida, ça fait un peu plus d'une année, il a dit ceci, si je suis élu, l'une de mes toutes premières décisions, je dis bien l'une de mes toutes premières décisions, ce sera la reconstruction du pont de Porto-Novo. Ça il a dit. Il a encore dit ceci, si je suis élu, Porto-Novo, je vais y construire une grande tour administrative. Je vais y amener des services d'État. Je vais construire des logements sociaux pour éviter que les personnes travaillant dans ces services reviennent à Cotonou et en rajoutent aux embouteillages. Je vais également ouvrir une voie navigable. Il a énormément de propositions. Nous n'allons pas pouvoir toutes les citer. Maître d'Almeida, mesdames, messieurs, il est temps de rendre l'antenne. Rufino Sosten d'Almeida était aujourd'hui notre invité. Merci, maître, d'être venu éclairer de votre opinion l'actualité du moment. Georges Pono nous agite vigoureusement la main, nous signifiant qu'il est l'heure de libérer le studio. Il était là à la réalisation technique de cette émission Vigile Avancée avec Fridadon. Nous vous remercions de nous rester fidèles et de nous retrouver dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec un nouvel invité, si Dieu le veut. Le grand rendez-vous.